Bonjour Tristan. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Tristan, tu es historien, maître de conférence à l'université Johns Hopkins aux États-Unis. Si je t'ai invité, c'est pour parler de l'élection américaine qui a lieu maintenant dans une semaine, mardi prochain. Les deux candidats principaux, c'est Donald Trump pour le Parti républicain et Kamala Harris pour le Parti démocrate, qui sont au coude à coude dans les sondages et dans les projections en grands électeurs. Donc on ne peut pas tellement savoir aujourd'hui qui va l'emporter. Mais d'abord, je voulais qu'on parle de la société américaine. Est-ce que cette élection donne à voir de cette société? Dans un récent entretien que tu as accordé au journal L'Écho, qui est un journal belge, tu dis il n'y a pas de polarisation si forte de la société américaine, alors même que c'est très souvent ce qu'on entend, notamment à l'image de ces deux candidats, Kamala Harris, que Donald Trump traite de wokiste et dit que c'est l'extrême gauche, etc. Et Trump que d'aucuns, y compris son ancien staff, traitent de fasciste. Donc on se dit, bon, ces deux-là, ils sont quand même assez polarisés sur l'échiquier politique. Pourquoi est-ce que toi, tu affirmes qu'il n'y a pas de polarisation de la société américaine ? Alors bon, c'est pas ce que je dis qu'il n'y a pas vraiment deux camps qui s'opposent, voilà, dans la société américaine, les démocrates et les républicains d'un côté. En fait, c'est une polarisation qui est largement manufacturée par les partis, le Parti démocrate et le Parti républicain, puis qui est un peu amplifiée par les médias en fait. Quand tu regardes les chiffres, aux États-Unis, c'est très simple, c'est un pays et c'est des citoyens qui sont vraiment dépolitisés en fait. Chaque année, à chaque élection, chaque cycle présidentiel, tu as à peu près la moitié des listes électorales qui vont pas voter. Romney contre Obama en 2012, donc c'était même pas 50% en fait des listes électorales qui se sont déplacées. Puis il faut surtout rappeler qu'aux États-Unis, quand tu votes pour l'élection présidentielle, tu votes pour plein d'autres trucs à côté. C'est-à-dire tu votes pour le Sénat, tu votes pour la Chambre des représentants, et puis pour des autres élections locales. Donc là, tu vois, tu as 50% des gens qui vont déjà pas voter, qui sont en fait inscrits sur les listes électorales. Et puis après, tu as ce que nous disent les sondages. Et les sondages, ils sont assez clairs. Tu as entre 60 et 70% des Américains qui en fait se sentent pas représentés par ces deux partis. Ils sont ni démocrates ni républicains, ils aimeraient bien autre chose en fait. Et surtout, tu as 60% des Américains qui te disent on aimerait une autre option. C'est-à-dire que nous, voilà, ces deux partis-là, ils sont très similaires en fait, on voit pas vraiment la différence et on aimerait bien avoir une autre option pour laquelle voter. Alors donc, ça veut pas dire qu'il n'y a pas voilà, des gens qui sont assez animés, tu vois, d'un côté et de l'autre. Alors ici en France, on parle beaucoup des gens qui sont très animés du côté républicain, parce que bon, voilà, ils sont intéressants, ils sont assez folkloriques quoi, dans leur démarche, mais ça existe aussi du côté démocrate. Si tu veux, tu as des gens voilà, du côté démocrate qui sont tout aussi radicalisés, c'est un autre genre, mais ça existe aussi, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs, maintenant on commence à appeler ça le Blue MAGA, tu vois, rapport à MAGA, donc Make America Great Again du côté républicain, on appelle ça le Blue MAGA pour les démocrates. Donc moi ce que je vois, c'est pas du tout un pays qui est en fait au bord de la guerre civile comme on le dit tout le temps. Ce que je vois, c'est souvent des Américains en fait qui sont soit dépolitisés, qui s'intéressent pas, et puis surtout ceux qui vont voter, tu sais, on le voit dans tous les reportages, ils vont voter, bon, parce qu'il faut bien le faire, parce qu'il faut bien voter pour Kamala Harris pour l'avortement par exemple, ou parce qu'il faut voter pour Donald Trump pour retrouver voilà, notre dignité d'Américain. En tout cas, il n'y a pas un grand enthousiasme pour cette élection dans la population américaine. On va parler du Parti démocrate, mais d'abord un point sur le Parti républicain et son représentant Donald Trump. Il y a un débat, alors c'est en ce moment dans les médias français et parmi les experts, pour savoir si Donald Trump serait un fasciste. Cette semaine, dans Libération, il y a une tribune de Sylvie Laurent qui se pose cette question-là et qui dit bah il en a il y a des paramètres qui font que effectivement on pourrait dire que c'est un fasciste, mais en tout cas le problème c'est que dire que c'est un fasciste
parfois dédouane de construire une autre possibilité, une alternative en fait à ce qu'il propose. Toi, comment est-ce que tu te situes par rapport à cette qualification de la proposition politique de Trump? Au départ, c'est en fait un journaliste, Anderson Cooper, à CNN, qui pose la question à Kamala Harris. Elle dit, vous pensez que Donald Trump est fasciste? Et elle a dit, oui, je pense qu'il est fasciste. Alors, le problème, c'est, tu vois, le fascisme, c'est très difficile à définir. Les historiens sont encore en discussion là-dessus. Alors, moi, je suis d'accord avec ce que dit Sylvie Laurent dans la tribune, c'est-à-dire, il y a des variables, voilà, qui sont très clairement associées au fascisme. Mais ce qui est plus important, je crois, là, c'est de comprendre l'impact que ça a eu sur les Américains. Le fascisme, si tu veux, aux États-Unis, tu as beaucoup de gens, en fait, c'est fou de le dire comme ça, mais qui savent pas vraiment à quoi ça fait référence. Si tu veux, c'est un truc, voilà, d'Europe historique, et les gens savent pas vraiment, voilà, c'est quoi l'idéologie fasciste. Et ça, je pense que ça a joué en la défaveur, en fait, de Kamala Harris, parce que quand elle dit fasciste, quand elle parle de fascisme, il y a beaucoup de gens qui comprennent pas ce qu'elle veut dire aux États-Unis, et ça l'a fait, voilà, c'est un des défauts de sa campagne, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est une campagne quand même qui est très élitiste, qui est très détachée du peuple. Alors pour répondre à ta question, oui, il y a plein de paramètres fascistes du côté de Donald Trump, il y a aussi plein de contre-pouvoirs aux États-Unis qui pourraient faire en sorte que la démocratie soit préservée. En tout cas, oui, il a un programme qui fait peur, c'est-à-dire dictateur pendant un jour, envoyer la police pendant un autre jour dès le début pour se débarrasser des ennemis de l'intérieur. Il y a quand même beaucoup de choses dans le programme qui fait extrêmement peur. Ouais. Et surtout, il y a beaucoup de divergences entre ce que propose Kamala Harris et ce que propose Donald Trump. Tout à l'heure, il y a un truc qui m'a interpellé dans ce que tu as dit. Tu as dit, finalement, les Américains, ils voient pas trop la différence entre le projet de l'extrême droite, le projet du parti républicain et le projet du parti démocrate. Est-ce que toi, tu considères vraiment que ces projets sont si similaires que ça, qu'on puisse ne pas pouvoir les discerner et ne pas être intéressé finalement par celui des deux qui gagnerait cette élection présidentielle? Alors non, je crois qu'il y a une énorme différence entre les deux projets, mais bon, d'un point de vue français, tu vois, c'est quand même le projet du Parti démocrate, bon, c'est un projet de centre-droit. Et le projet du Parti républicain, bon, c'est un projet de droite populiste ou d'extrême droite, selon les gens. Et donc ce qui manque, je pense, aux États-Unis, c'est un vrai projet qui soit à gauche, ou en tout cas de centre-gauche. Bon, c'est pas du tout le même projet, bien évidemment. Kamala Harris, elle veut préserver les libertés publiques, elle veut rétablir des droits que nous avons perdus, par exemple le droit à l'avortement. Et puis, il y a quand même des mesures économiques qui sont très intéressantes. Par exemple, les crédits d'impôt. Elle veut faire en sorte que voilà, chaque famille qui a un enfant ou deux ait un crédit d'impôt, qu'il y ait des crédits d'impôt pour les entrepreneurs, qu'il y ait des crédits d'impôt aussi pour les gens qui veulent acheter leur première maison. Bon, ça va beaucoup aider, ça va vraiment aider beaucoup de gens. Le problème de ce projet-là, vraiment, c'est qu'il n'y a pas de mesure locomotive. C'est-à-dire, il n'y a pas de mesure qui va faire en sorte que on va se précipiter vers les urnes pour voter pour Kamala Harris. Si tu veux, avec Biden, au moins en 2020, pour les jeunes, au moins, tu avais une mesure phare, c'était la dette étudiante. Ils voulaient éliminer la dette étudiante. Ça avait mobilisé beaucoup de gens. Avec Kamala Harris, c'est plein de petites mesures comme ça qui, additionnées, vont certainement changer la vie des gens. En tout cas, on ne sait pas vraiment quel est le grand projet de société qu'elle veut proposer aux Américains. De l'autre côté, on le connaît. Il y a un vrai projet de société, c'est un projet réactionnaire, c'est un projet de droite dure. Et dans toute son incohérence, j'ai envie de dire, Donald Trump, son branding, il est cohérent. Et les gens savent ce qu'il va vendre, c'est ce projet trumpiste. Est-ce que, d'après toi, Kamala Harris se situe dans la continuité ou essaye de se positionner dans la continuité de ce qu'a fait Biden pendant 4 ans, ou au contraire, est-ce qu'elle essaye d'impulser une espèce de rupture? J'avoue que j'ai écouté 2 de ces meetings à Kamala Harris et je suis ce qui se passe, et j'avoue que je ne saurais pas trop dire comment elle se situe par rapport au mandat de Joe Biden. Et ça, c'est une bonne question. Bon, c'est-à-dire que Kamala Harris, on dit souvent qu'elle fait mauvaise campagne, mais elle fait aussi la campagne un peu impossible. Si tu veux, Kamala Harris, elle doit. On sait dans les sondages qualitatifs, on sait qu'il faut qu'elle se démarque
de Joe Biden. Il faut qu'elle dise qu'elle est différente de Joe Biden. Ça, elle l'a dit plein de fois en fait. Elle l'a dit face à Ali Jackson sur ABC. Elle dit très clairement, moi, ma présidence, ce ne sera pas la continuation de Joe Biden. Mais elle ne dit pas comment. Tu vois, elle ne dit pas exactement, tu vois, qu'est-ce qui sera vraiment différent. Et ça, on lui a demandé plusieurs fois, et les Trumpistes se sont emparés de ce soundbite, de ce moment. C'est-à-dire, on lui demande, mais qu'est-ce que vous regrettez dans la présidence Biden? Elle dit, écoutez, il n'y a rien qui me vient à l'esprit. Elle a dit ça, c'est incroyable qu'elle ne soit pas préparée à fournir comme ça des éléments, parce que c'est sur ça qu'elle est attendue. Il faut vraiment qu'elle se détache de cette présidence. Deuxièmement, Kamala Harris, tu sais, elle est quand même à la tête d'une coalition, c'est incroyable. C'est vraiment, vu de France, c'est comme si la coalition, elle allait de Jean-Luc Mélenchon à Marine Le Pen. C'est-à-dire d'un côté, il y a Liz Cheney. Liz Cheney, c'est quand même quelqu'un vraiment de la droite réactionnaire. Hein. C'est quelqu'un qui a fait toute sa carrière anti-avortement, anti-mariage gay. C'était une birther, c'est-à-dire elle mentait sur... elle disait que Obama ne pouvait pas être président parce qu'il n'était pas né aux États-Unis. Puis de l'autre côté, tu as Bernie Sanders, tu vois. Et donc, où est aussi. Et donc, elle est toujours en train de ménager les deux pôles, ce qui fait que la campagne, elle est vraiment illisible pour beaucoup de gens. C'est-à-dire, tu fais comme ça 2 mois de campagne sur l'avortement, super, ça marche. Puis après, on fait la fête avec Liz Cheney, qui a fait voilà, toute sa carrière sur l'anti-avortement. Bon, voilà, c'est très dur, je pense, pour elle d'être à la tête de cette coalition, de présenter un projet cohérent, puis surtout d'essayer de marquer sa différence avec Joe Biden. Est-ce que tu dirais que cette campagne présidentielle 2024, c'est un remake de ce qui s'est passé en 2016, c'est-à-dire Donald Trump contre Hillary Clinton? Oui, alors c'est vrai que Donald Trump, il fait en fait la même campagne qu'en 2016. Hein. En 2016, ce qu'il faisait, et personne ne le comprenait à l'époque, hein, c'est-à-dire il allait dans les petits patelins, dans les petits villages du Michigan, de la Pennsylvanie, etc. Et c'était là qu'il a pu gagner la présidence. Je rappelle quand même que Donald Trump, comme on le sait, n'a pas gagné le vote populaire en 2016, il a simplement gagné dans 3 États 80 000 voix. Et c'est comme ça qu'il peut encore gagner l'élection cette année en 2024. Et donc il fait il fait exactement la même chose cette année. En plus de ça, je pense que l'équipe de communication, elle est beaucoup mieux rodée. Ils savent beaucoup mieux ce qu'ils font. Et par exemple là, donc hier, ce fameux meeting au Madison Square Garden. Ça, c'est des choses qu'ils ne faisaient pas en 2016. Et ça, le meeting du Madison Square Garden ou le meeting en Californie, tu vois là, ils ne vont pas gagner des électeurs. New York, c'est démocrate. La Californie, c'est démocrate. Ils font ça pour le buzz. Et pendant, tu vois, 24 heures, 48 heures, et puis sur les réseaux sociaux, ça va rester. Et ils vont vraiment occuper l'espace médiatique. Et de l'autre côté, moi, je vois beaucoup de similitudes aussi avec Hillary Clinton. Tu vois, Hillary Clinton, c'est-à-dire c'était exactement la même chose qu'avec Kamala Harris. Moi, je suis dans le cœur de l'Amérique démocrate. Tu vois, je suis prof d'université, j'habite à New York. Autour de moi, j'ai des étudiants autour de moi. Tu vois, moi, c'est l'Amérique démocrate autour de moi. Hillary Clinton, il n'y avait aucun enthousiasme pour Hillary Clinton. En fait, tout le monde, derrière, behind closed doors, comme on dit, derrière les portes fermées, ben, disait que c'était pas une bonne candidate. Et là, tout le monde dit la même chose sur Kamala Harris. C'est-à-dire, on critique beaucoup cette candidate qui n'emmène pas une partie du peuple démocrate avec elle. Donc moi, je crois que oui, en effet, il y a vraiment un remake de 2016, sauf que du côté du camp républicain, je crois qu'on est beaucoup plus armé. Justement, c'est ça aussi, moi, qui m'étonne, c'est qu'on a vu quand même ce parti républicain j'allais dire faire sa révolution. En tout cas, se transformer, notamment sous l'impulsion de Donald Trump depuis maintenant 8 ans, et même un peu plus. Alors que du côté démocrate, où il a été dénoncé au moment de 2016 et puis voilà dans les mois et dans les années qui ont suivi cette mainmise de l'establishment démocrate sur le parti qui a été contesté. Hein. Tout à l'heure, tu as parlé de Bernie Sanders et Alexandria Ocasio-Cortez qui interrogeaient cet establishment. On dit bah non, on peut pas rester dans cette même configuration. Bah en fait, on est 8 ans après et c'est toujours c'est toujours la même chose, ouais. Bon, ça, tu as tout à fait raison. C'est-à-dire qu'en 2016 et en 2020, il y a eu une grande impulsion quand même avec la campagne de Bernie Sanders. La campagne de Bernie Sanders, tu sais, c'est quand même une campagne qui a C'est quand même une campagne qui a vraiment mobilisé les jeunes, tu vois, et toute une coalition vraiment
interraciale, intergénérationnelle. Vraiment, il y avait beaucoup de gens dans cette campagne et c'était une très bonne campagne et qui a vraiment généré beaucoup d'espoir et qui a surtout intégré dans le discours démocrate voilà, des nouvelles mesures. Alors, tu as tout à fait raison, c'est-à-dire le Parti républicain, il a fait sa révolution voilà, populiste. Le Parti démocrate, c'est resté un parti centriste. C'est d'autant plus rageant que, tu vois, on parlait de la polarisation de la société américaine au début. En fait, les clés de l'unification du pays, c'est le Parti démocrate qui les a. Pourquoi ? Parce que quand tu regardes les enquêtes d'opinion, il y a des mesures que les Américains attendent, mais dans leur grande majorité, qui sont plutôt des mesures progressistes, des mesures de gauche, et donc dont on attendrait que le Parti démocrate s'en empare. Exemple, Medicare for All. Les gens veulent une assurance santé à la française, à l'anglaise, à la canadienne, c'est-à-dire universelle. Ça, tu vois, c'est 80% chez les démocrates, c'est 50% chez les républicains, et c'est à peu près 60% chez les indépendants. C'est une large partie des Américains qui veulent vraiment ça. Ils veulent cette assurance santé universelle. Deuxièmement, les études gratuites. Aux États-Unis, tu as plein d'écoles publiques. Le premier degré, le premier diplôme après le bac, c'est un diplôme de bac plus 2 qu'on appelle le diplôme d'associate. La majeure partie des Américains veulent que ces études publiques, bac plus 2, soient gratuites. Et ça, c'est tout à fait faisable. Hein. Tu sais, ça coûte pas beaucoup d'argent. Et puis, pour rester dans l'actualité, tu as la majeure partie des Américains qui veulent aussi le cessez-le-feu à Gaza. Et qui veulent un embargo sur les armes si les otages sont rendus. Donc là aussi, c'est across, c'est sur tous les partis, c'est les indépendants compris, et ça c'est plutôt des mesures qu'on espérerait des démocrates. Donc vraiment, le fait qu'ils soient aussi timides dans leurs mesures, c'est assez incompréhensible, surtout que ces mesures-là, tu vois, le Medicare for All, on sait que ça coûterait en fait pas grand-chose, que ça en fait, ça économiserait de l'argent au budget de l'État. Il y a aussi des candidats dont on parle pas beaucoup. C'est les petits candidats à cette élection présidentielle, alors qu'ils ne sont pas souvent candidats dans tous les États américains, parce que souvent ils n'en ont pas les moyens. Donc ils se concentrent sur quelques États. Ils font vraiment des miettes en termes de. Enfin, ils vont faire des miettes. C'est Jill Stein pour le parti vert américain. Il y a Chase Olivier, etc. Enfin, qui ils sont et surtout pourquoi ils sont là, pourquoi ils dépensent des millions de dollars pour participer à une élection alors que derrière, bon, bah, ça va pas tellement peser dans le game. Ouais, alors en fait, moi pour dire la vérité, c'est-à-dire que là, il y a quelque chose qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, les gens postent leur bulletin, parce que le bulletin de vote aux États-Unis, tu sais, c'est une grande feuille comme ça, puis tu coches en fait le candidat pour lequel tu veux voter. Et moi, si tu veux, tous les jours, je découvre, selon les États, qu'il y a plein de petits candidats, et il y en a plein dont j'ai jamais entendu parler. Bon, la plus grosse des petites candidates, c'est Jill Stein, c'est la candidate écologiste. Elle était déjà en 2016. En 2016, elle a été quand même accusée par le Parti démocrate d'avoir volé des voix qu'il manquait donc à Hillary Clinton dans les 3 États qu'elle a perdus. Elle refait une bonne campagne, là, je crois. Elle fait une campagne qui, en fait, plutôt qui se focalise beaucoup sur la guerre à Gaza. Donc, elle est très anti-guerre. Il y a un ticket qui est intéressant, c'est-à-dire que Jill Stein, elle est juive, c'est une docteure, elle est docteure, et puis Butch Ware, son ticket, son VP, c'est un Afro-Américain qui est musulman. Et donc là, ils séduisent beaucoup dans les communautés musulmanes aux États-Unis. Et tu sais que la communauté musulmane aux États-Unis, par exemple au Michigan, c'est quand même 250 000 personnes. Et là, ce que l'on voit, c'est que Jill Stein pourrait faire jusqu'à 50% dans cette communauté. Donc là, ça pourrait aussi faire basculer le vote dans un sens ou dans l'autre. Bon, beaucoup d'études maintenant on a beaucoup d'études maintenant sur ces petits candidats. Bon, il semblerait qu'elles prennent aussi beaucoup de voix à Donald Trump. Donc vraiment, rien n'est joué. Mais en tout cas, parce qu'on a vu, si je ne m'abuse, Donald Trump, en tout cas le Parti républicain, participer de la campagne
de Jill Stein, c'est-à-dire lui payer des spots publicitaires. Alors je sais pas si c'était de la fake news ou genre... alors ça, je sais pas, mais en en tout cas, ce qui s'est passé, bon, c'est que le Parti démocrate, en tout cas, a fait des publicités contre Jill Stein. C'est la première fois qu'il faisait une publicité contre un petit candidat. Encore une fois, hein, c'est 1% dans les sondages, mais vraiment... si c'est ça qui manque... Si c'est ça, non, mais voilà, c'est ça qui peut manquer. Bon, ce qu'il y a de plus important là, je crois, c'est que ils infusent quand même des discours dans la société américaine, tu vois. C'est-à-dire qu'elle propose le Medicare for All, elle propose les études gratuites, tu vois. Et si ça peut faire basculer le Parti démocrate un peu plus à gauche, un peu plus progressiste, ça serait peut-être une bonne nouvelle. En tout cas, là, bon, vraiment, c'est une campagne qui va faire 0,5%, 1%. Je doute que ça fasse vraiment pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Et même, moi, j'ai envie de dire, si c'est vraiment 50 000 voix qui manquent dans ces États, je pense que la campagne démocrate, voilà, on ne devrait pas être aussi proche du candidat républicain. Je pense que les démocrates auraient dû faire une bien meilleure campagne et être bien au-delà de 50 000 voix d'écart. J'ai une dernière question, Tristan. Tout à l'heure, tu as dit que la société américaine n'était pas, comme certains pouvaient le dire, au bord de la guerre civile. Pour autant, il y a quand même des risques que, peu importe le résultat de mardi prochain, Donald Trump, vu que ça sera touche-touche, se déclare gagnant. Même s'il a perdu, il va dire « j'ai gagné », etc. Et que, en fait, ça soit un peu un remake de ce qui s'est passé en 2020. On pense notamment au 6 janvier et l'invasion du Capitole. Ce risque-là, qui fait courir quand même un risque pour la démocratie, comment est-ce que toi, tu le jauges et tu le juges ? Oui, alors bon, il existe, c'est vrai. Bon, là, il y a une grande différence quand même avec 2020. C'est que Donald Trump, il n'est pas au pouvoir. Donc là, il n'a pas les manettes, quoi. Et puis, il y a aussi une grande chance, et ça, on n'en parle pas beaucoup dans les médias, mais c'est que finalement, aussi bien d'un côté que de l'autre, l'élection ne soit pas si serrée que ça. C'est-à-dire que dans beaucoup de médias, surtout des médias américains aux États-Unis, tu vois, ils t'expliquent très clairement qu'il est très probable qu'un candidat soit sous-estimé, mais même de 0,5% ou de 1%, tu vois, et que s'il est sous-estimé dans un État, il est très probable que tous les États tombent avec lui. Donc il est aussi probable que très tôt dans la soirée, en fait, de mardi à mercredi, on ait le nom d'un gagnant. C'est pas ce qu'il y a de plus possible, mais c'est quand même probable. Et donc on pourrait aussi avoir un résultat qui est assez clair. Alors Donald Trump, de toute façon, va contester. Tu vois, il y a déjà des armées d'avocats qui sont là dans tous les États, mais vraiment, moi je crois que la grande différence, c'est que c'est Kamala Harris et c'est Joe Biden qui sont au pouvoir, et que le levier les manœuvres que Donald Trump peut faire cette fois-ci, bon, c'est assez limité en fait. Eh bien, on suivra ça avec attention. Merci beaucoup, Tristan. Merci.